And we walk back from the liquor store. The best that leads join us. We can make it hard to win again. But there's no Christmas this year. I was in bed in New York last week. There was no place to turn up on the tree. But there's no Christmas this year. And it seems that there are no more songs. Kites outside the consulate, 80 feet solo over the consequence. Oh, for a hammer of deliverance. Out from Yemen, Michigan. But there's no Christmas this year. And it seems that there are no more songs. Thanks to the Santa Kissinger, as they planned another massacre. There's no Christmas this year. And it seems that there are no more songs.
CISM 89.3, émission Le Pont. Oups, ça arrête sec un petit peu. Je suis votre hôtesse et animatrice Elisabeth Alice Coutu. Aujourd'hui, chers auditeurs, je suis éblouie par les invités que nous accueillons en ce moment. Assises à ma table se trouvent Raphaël Foisy-Couture et Belinda Campbell, ces deux artistes étant, en mon sens, des acteurs très importants de la scène des musiques improvisées, autant à l'échelle municipale, provinciale, nationale qu'internationale. Les chemins de ces musiciens parsemés d'expériences variées s'entrecroisent et se mêlent entre collaboration et rassemblement artistique. Les deux sont multi-instrumentistes et ne suivent pas un parcours académique standard. Alors, who cares, comme ils disent? Belinda, je t'ai connue surtout en tant que musicienne improvisatrice, mais tu t'inscris plutôt, ai-je bien lu, dans l'art multidisciplinaire mélangeant vidéo, dessin, le théâtre, peut-on dire le multimédia. On aura sûrement la chance de parler des interactions. Quant à toi, Raphaël, nous te mettrons... on va mettre l'accent sur les Mardis Spaghetti qui existent depuis une quinzaine d'années, le label Small Scale Music que tu fondes en 2013 et les actions en tant que directeur général du Réseau canadien des musiques nouvelles. Raphaël et Belinda, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup de l'accueil. Merci, Elisabeth. Ça me fait plaisir. Merci à vous d'être là. Donc, Raphaël, on vient d'entendre 3 pièces de la compilation de Small Scale Music, No Silence, a Benefit Compilation for Radio Alhara. On a entendu Jane Harms avec la pièce No Xmas, Andrea Jane Cornell, Requiem pour Air, David Braya Waldman, How Much Longer Can This Go On, pardonnez-moi. Nous avons finalement entendu une pièce de Make Fuzz Not War du label The Tall House Recording Company, induction par Anne F. Jacques. Donc, quel est le contexte de création de ces pièces et albums, Raphaël? Dans le fond, on vient d'entendre, ça veut dire tous des pièces qui sont issues de 2 compilations zine. Un qui était un zine physique et digital et un qui était un zine strictement en ligne. Dans le fond, qui étaient tous les 2 des compilations servant à ramasser des sous pour différentes initiatives palestiniennes, essentiellement. Donc, dans le cas de No Silence, Radio Alhara, c'est une des seules radios dans le fond, grassroots là-bas, vraiment, là, donc en Palestine occupée, qui continue, dans le fond, de diffuser de la musique, d'avoir une programmation originale. Une partie des sous, d'ailleurs, qui a été ramassée avec ce zine-là, a servi à financer en ce moment un appel de résidence qui va se dérouler en Palestine, d'ailleurs, en ce moment même, à travers le Wonder Cabinet. Il y a des informations qui sont disponibles en ligne assez facilement. Et l'autre compilation, Make Fuzz Not War, c'était aussi une compilation donc, de musiciens et de musiciennes canadiennes servant à ramasser des sous originellement pour surtout, je pense, Médecins sans frontières, mais il y a aussi un lancement local il y a quelques semaines où la plupart des sous en partenariat avec Alternative pu être redirigés au Teacher Creative Center en Cisjordanie et en Palestine occupée aussi. Là. Merci pour ces informations-là. Et comme tu avances ce sujet-là de la Palestine, quels est, en ton sens, les outils qui sont mis en place à travers la musique, bien sûr, pour promouvoir l'autodétermination du peuple palestinien? À Montréal, il y a quand même eu beaucoup de mobilisation dans les derniers temps et beaucoup de groupes locaux. Là. Je pense entre autres, par exemple, au Palestinian Youth Movement, là, qui est un collectif incroyable, Independent Jewish Voice aussi, donc Voix juive indépendante, qui fait beaucoup de mobilisation. Au niveau de la musique, il y a eu toutes sortes d'initiatives, c'est assez multiple. Ça peut aller de collectifs qui s'auto-organisent pour épauler des causes, essayer d'envoyer des sous là-bas. Naturellement, en ce moment, on sait que c'est vraiment pas évident là, avec la situation de réussir à trouver, même envoyer des sous à des OBNL. On ne sait jamais vraiment qu'est-ce qui se passe. Puis là, naturellement, avec ce qui se passe aussi, on le sait avec l'Iran et tout, là, c'est sûr que c'est une situation assez préoccupante. Je suis sûr qu'il va y avoir beaucoup de mobilisation liée à ça. Je ne sais pas encore les formes que tout ça va prendre, mais clairement, ça va aller de shows de levée de fonds, ça va aller de rassemblements, tout simplement d'éducation populaire. C'est important de rester au courant de toutes ces initiatives-là et de voir qu'est-ce qui se produit en sol montréalais. Là, naturellement aussi, les manifestations, tout ça. Au niveau de la musique elle-même, ça peut aller justement de ramasser des sous à tout simplement faire des moments pour se mobiliser puis avoir des occasions de parler des enjeux actuels. Personnellement, je trouve que toutes les réponses sont un peu insatisfaisantes en ce moment, mais on fait ce qu'on peut puis on essaye de supporter du mieux qu'on peut ces causes-là. Là. Je trouve ça merveilleux de voir à quel point tu mets de l'avant ces idées-là. Je te trouve super impliquée. Je te vois aller sur Facebook, ça fait longtemps. Puis chapeau pour tous ces efforts-là. Je vous raconte une histoire. C'est un récit. D'accord? C'est une porteuse d'eau
qui marche dans une rue occupée et croise un improvisateur particulièrement talentueux. Elle arrête sa course pour tendre l'oreille. Après la performance, la porteuse d'eau, satisfaite, offra de sa louche à boire à l'artiste qui l'invita à sa table en retour en présentant de façon transparente, en se présentant comme étant un avocat. C'est dans une contrée plus lointaine que la porteuse d'eau s'est rendue. Elle fut accueillie de manière honorable et s'assit à la table, fit connaissance avec les maîtres de la maison. Il y avait l'avocat, un notaire, une psychologue, un neurologue et un architecte. Tous aussi érudits de musique les uns que les autres, mais tous possédés d'un grand silence devant la porteuse d'eau, qui ne semble pas érudit particulièrement et semble une simple citoyenne, avoir comme simple citoyenne son statut à son curriculum. Plus audacieux, l'architecte demanda à l'avocat « Mais où donc vous êtes-vous rencontrés? » « Dans la rue, répondait la porteuse d'eau, de façon la plus naïvement enthousiasmée. Les maîtres de la maison s'entrejetaient des coups d'œil indignés. L'architecte pouffa de rire et se retourna vers la généreuse mais désarmée porteuse d'eau en lui demandant « Donc, tu aimes la musique improvisée? » demande-t-il. « Inscris-toi à la liste de Mathieu B. et tu découvriras des trésors inouïs. » Ainsi, la porteuse d'eau s'inscrivit et fit connaissance des mardis spaghetti. Tous furent très heureux et personne s'indigna, plus personne n'indigna personne. Donc, Wow! tout un parcours. On salue Mathieu, s'il nous écoute. Mais avant elle, un autre porteur d'eau s'était en fait présenté à cette même table. Les mêmes maîtres de la maison étaient présents à l'exception du neurologue. Le porteur d'eau était en fait lui aussi improvisateur. Je vous pars en quête, Raphaël et Belinda. Vous allez devoir savoir qui est-ce. OK. Donc, Raphaël, pour revenir au mardi spaghetti, ça commence... Wow! Ouais, tu fais le segment. J'adore, oui. Ça a commencé comment, les mardis spaghetti? Et comment décris-tu cette série d'événements à quelqu'un qui ne connaît pas la scène improvisée? Oh, c'est une très bonne question. Les Mardis Spaghetti, c'est une série de musique expérimentale et improvisée qui a démarré à l'époque au KGB. Et je pense que c'était même pas encore le KGB au coin Saint-Laurent et Saint-Viateur. Je pense que ça s'appelait encore le Café Esperanza, même. Donc, ça fait assez longtemps. En face de l'Ubisoft, là, si on se replace. Là. Absolument. Maintenant, c'est un espèce de restaurant de tacos, je pense. Mais donc, c'est ça. C'était une série qui a été démarrée par des improvisateurs et des improvisatrices de Montréal pour avoir une place, justement, pour tout simplement pouvoir improviser. Au début, c'était à chaque semaine, différents groupes. Je dirais qu'originalement, ça a été vraiment tenu par certains musiciens, là, notamment Josh Zubot, Philippe Lausier, Nicolas Cayola. Il y a eu Émilie Gérard-Charret aussi qui a été parmi les organisatoristes. Il y a eu quand même beaucoup de musiciens de la scène. Et maintenant, donc, ça fait 15 ans que ça existe, ça a changé un peu de forme, mais c'est encore pas mal la même proposition à tous les mardis, 2 mardis par mois maintenant, surtout des fois plus. Suivez-nous sur les médias sociaux pour voir quand, parce qu'on a tendance à faire ça un peu n'importe quand. Mais dans le fond, on présente en général 2 à 3 sets de musique improvisée ou expérimentale. Ça peut aller d'artistes locaux. Belinda est une habituée, notamment des Mardis Spaghetti. Et ça peut aller aussi à beaucoup d'artistes en tournée, là, international, des gens en visite. Donc, c'est un peu comme une espèce de... Je sais pas, une espèce de point d'amorce peut-être pour les gens qui arrivent à Montréal qui s'intéressent à ces musiques-là, ou les musiciens en tournée, les gens en visite. C'est un peu un lieu de rencontre, d'expérimentation, de découverte. Il y a beaucoup d'ensembles qui ont fait leur premier concert là. Il y a beaucoup de groupes qui se forment. Il y a beaucoup un peu de rencontres un peu fugitives qui soudainement deviennent des projets futurs. Et tout ça, donc aussi, ce qui est magnifique de cette série-là, c'est que ça a comme été un peu... tout simplement généré par des musiciens, pour des musiciens. C'est une série qui continue d'exister sans subvention, de façon autogérée. Les gens se la passent un peu. Il y a eu toutes sortes d'itérations. Je salue notamment Emily Hung, Yannick Chaillé, Alex Pelcha, Elias Paradis, des organisateurs de maintenant et d'avant, Susanna Hood, Dominique Jasmin. Il y a vraiment beaucoup de gens qui ont mis du temps dans cette série-là. Ben Grossman, Laurie Friedman, Elwood Epps, tous des improvisateurs de Montréal qui ont été... Alex Pelcha, que j'ai nommé, je pense déjà, mais on peut le renommer quand même, Alex, parce que de renommer. Alex, il a une certaine renommée pour les Mardis Spaghetti. Il a donné quand même énormément. Je pense que c'est le membre qui a été là le plus longtemps. Emily Dennison, maintenant, qui habite en Colombie-Britannique. Bref, il y a eu quand même beaucoup de gens qui ont donné du temps à cette série-là. Puis c'est une série qui continue d'exister, qui continue de présenter
toutes sortes, dans le fond, de déclinaisons potentielles là, des musiques expérimentales et improvisées sur un modèle aussi de contribution volontaire, dans le fond. Donc, aussi, tout le monde est toujours bienvenu. On refuse personne à la porte. C'est vraiment une série, je dirais, qui sert à nourrir vraiment la communauté de pratique. Puis le public qui peut s'y intéresser, tout ça. Oui, c'est ça. Je pense que c'est comme ça que je le décrirais. C'était pas très sommaire, mais c'était... Non, mais c'est quand même, ça donne des repères quand même à l'auditoire. Et Belinda, je me retourne vers toi. Dans le fond, toi, tu étais improvisatrice avant d'être, je crois, dans la scène improvisée à Montréal, ou dans tous les cas, tu avais une pratique avant de te greffer à la scène improvisée. Explique-moi comment tu as connu Raphaël ou comment tu as connu... Wow. Alors, j'ai connu Raphaël dans un atelier d'improvisation, effectivement, donné par Elwood Epps. Mon Dieu, ça devait être en 2013, genre? 2012, 13, 14? Peut-être avant ça même. Peut-être 2012, quelque chose. Et puis, alors, la musique improvisée, moi, je suis venue à la musique improvisée par des ateliers d'improvisation parce que je joue du piano depuis j'ai 7 ans et je viens du milieu classique avec la partition, déchiffrer la partition, jouer du classique, tout ça. Et donc, j'ai vraiment eu besoin de ces ateliers d'improvisation-là pour me défaire justement de l'angoisse de la page blanche et me jeter de plein fouet dans l'improvisation. Ça prend quand même des guides, quoi, des gens pour t'expliquer des choses, pour te laisser la place aussi pour le faire, parce que c'est assez épeurant quand même comme saut. Donc, c'est comme ça que j'ai connu Raphaël, entre autres. Et puis, c'est ça. Donc, la musique, en fait, ça vient... comme je disais, ça vient de mon enfance avec le piano. Et puis, je me suis mis à faire de la musique à travers mes vidéos d'art. Quand j'étais au bac à l'UQAM et à la maîtrise, je faisais beaucoup de vidéos d'art. Et puis, je composais mes trames sonores pour mes vidéos. Et à un moment donné, je me suis aperçue que j'aimais vraiment faire ça, m'attarder au son, me concentrer sur le son, autant que sur l'image. Donc, c'est comme ça que mon intérêt est venu. Et puis, j'allais voir plein de shows de musique improvisée, évidemment, depuis l'âge de 20 ans. Quand j'étais arrivée à Montréal, j'allais voir plein de trucs. Et puis, on a parlé de Small Scale Music. Donc, ça a été fondé en 2013. Raphaël, tu es réputé pour en disquer, mais surtout en cassetté, je dirais. Oui, un peu de tout. Cassette, CD. Là, bientôt, il va y avoir le premier vinyle aussi sur Small Scale. Je suis très excité. Ça va être un excellent disque de Rémi Bélanger de Beauport avec Eva Danica. Et j'ai très hâte de le voir. Ça fait longtemps qu'on a prévu ça. Mais oui, des cassettes, des zines, des CD, des parutions digitales. Small Scale Music, au début, l'idée, c'était vraiment de faire un label cassette. Et finalement... je me suis rendu compte que comme n'importe quel champ de pratique expérimentale, mais il fallait savoir s'adapter à la réalité de chaque projet. Mais depuis, il y a eu des livres, des zines, toutes sortes de choses. Mais le but, ça reste encore la même chose. Pour moi, c'est vraiment comme un accessoire de documentation de démarche expérimentale. Donc, il y a comme une notion vraiment ouverte de documenter des projets qui n'auraient peut-être pas d'autres lieux pour être diffusés. Puis en même temps, il y a comme ça, c'est un peu mon objectif caché, mais c'est que moi, ce qui m'intéresse dans la musique expérimentale, c'est de tout le temps me rendre compte qu'il y a des nouvelles façons d'aborder la musique ou de concevoir la musique. Puis à ce sens-là, Small Scale Music, pour moi, c'est un peu un accessoire méthodologique. C'est un peu comme d'offrir des pistes de questionnement par rapport à ça. Par exemple, je viens de faire paraître une cassette de Belinda dans un groupe de 3 cassettes où j'ai aussi sorti un album et Andrea Wong de Calgary aussi. Et ces 3 albums, mettons, qui pourraient être considérés comme des albums de piano, tu sais. Mais justement, je pense qu'il y en a un peut-être, celui d'Andrea est peut-être un peu plus classique ou ambiant, mais tous les autres albums, je trouve ça amène un peu la question, mais c'est quoi, dans le fond, faire un album de piano? T'sais, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Comment, en sortant 3 albums de piano, les 3 propositions peuvent être radicalement différentes, puis t'amener à te questionner sur, dans le fond, mais ça veut dire quoi faire de la musique avec un piano? Ou ça veut dire quoi, justement, après ça peut être dans plein de directions, mais faire de la musique pour un format spécifique ou faire de la musique improvisée. Qu'est-ce que ça peut être de la musique improvisée? Qu'est-ce que ça peut être de la musique expérimentale? Puis j'aime juste ça, travailler avec des gens qui m'amènent à me questionner, sur ces choses-là. Puis c'est vraiment, à ce stade-ci, c'est vraiment un projet que je fais juste pour documenter puis pour le plaisir. Là. Il n'y a vraiment aucune attente de succès économique. Là. Mais c'est ça. Il y a aussi un livre récemment qu'on a fait paraître que c'est juste comme des
c'est Alfredo Costa Montero, qui est un artiste espagnol, qui a fait paraître, dans le fond, un livre en 5 langues où c'est toutes des gens qui racontent un peu leur première expérience liée à un phénomène sonore. Fait que ça peut aller aussi dans des trucs plus performatifs. Dans le fond, c'est ça. J'ai pas vraiment... Je saurais pas comment le décrire, mis à part que c'est assez ouvert. Je sors des choses quand l'occasion s'y porte, quand je suis capable de le faire. Puis ça va faire plus de 10 ans que je suis capable de continuer à documenter des projets comme ça. Là. Puis j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. J'espère que je pourrai continuer. Puis il y a des gens comme Belinda qui me font confiance pour me confier des projets puis voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Puis dans ce trio-là dont tu me parles, il y a Son sec mouchoir, que je crois qui a été sorti en mai dernier. Belinda... Avril, pardon, fin avril, je pense. Avril. Qu'est-ce que tu retiens de ton expérience avec Small Scale Music jusqu'à date? Ben, en fait, j'ai vraiment aimé ça parce que au début, moi, je me disais, j'en parlais avec Raphaël, puis je me disais, une sortie numérique, ça me convient, pas besoin de l'aspect physique. Et puis, c'est vraiment Raphaël qui m'a convaincu de sortir aussi un format cassette. Et puis, j'ai renoué avec, c'est quoi... écouter de la musique avec un format physique, en fait, que tu peux manipuler, que tu ouvres, que tu regardes la pochette. Et, le vinyle est important pour ça aussi. Là, oui, le vinyle, c'est sûr que là, le vinyle, c'est la forme la plus noble, si on pourrait dire, la forme ultime. Mais la cassette est vraiment intéressante aussi. Elle se glisse dans la poche, dans les petits sacs. Pour les sacs à main de filles, là, c'est ça. C'est un accessoire essentiel. Et puis, donc, j'ai beaucoup aimé ça qui m'amène à me questionner aussi sur comment est-ce qu'on sort de la musique aujourd'hui. Ça peut sortir du numérique parce qu'on est toujours à l'ordinateur, on est toujours en train d'écouter souvent de la musique avec l'ordinateur, des applications, tout ça. Puis là, c'est comme, OK, non, on peut retrouver cette forme-là aussi, puis... ça fait du bien. Moi, j'aime beaucoup le fait aussi que la cassette, c'est sortir un disque un peu, ou peu importe, le disque, cassette, CD, il y a comme une expérience à rebours, c'est-à-dire que tu sais jamais non plus dans le futur qui peut tomber là-dessus par accident. Tu sais, moi, j'achète beaucoup de cassettes usagées dans toutes sortes de disquaires usagés, dans des ventes de garage, n'importe quoi, puis j'ai tellement découvert aussi des groupes ou des projets qui ont vraiment comme changé ma vie, tu sais, puis que j'aurais jamais découvert juste en ligne. Il y a comme un côté très accidentel aussi au format physique que moi, j'aime beaucoup. Je me dis tout le temps un peu, ces cassettes-là, où est-ce qu'elles vont finir? Puis moi, j'en donne tout le temps, ça se promène, ça s'en va un peu partout dans le monde, j'en envoie. Fait que on dirait qu'il y a comme, même si il n'y a pas toujours une grosse réaction là, en ligne ou quand on sort quelque chose, je me dis tout le temps aussi qu'il y a comme une deuxième vie à cet album-là qui va peut-être ressurgir aussi plus tard. Il y a comme un effet de surprise que je trouve excitant. Puis le premier album de Belinda aussi était sorti juste digitalement sur Rara Avis. Puis c'est un album exceptionnel. Là. Moi, ça me jetait à terre, ce disque-là. Puis quand Belinda m'a demandé de sortir son album, ça me fait vraiment plaisir. Mais je trouvais ça comme important qu'il y ait une trace physique de ce disque-là, qui puisse avoir comme une vie peut-être autre que le premier. Là, c'est comme un livre. Comme un livre de poésie qui se promène. Oui, c'est ça, exact. On ne sait pas où ce qui va se ramasser, peut-être. C'est ça. Dans un croque-livre près de chez vous. C'est ça, ou sur un autre continent, sur la plage. Donc, on change un peu de sujet, on s'en va dans le paragouvernemental. OK. On parle du Réseau canadien des musiques nouvelles. Hein. Dans la même veine de la création du groupe Le Vivier, on a fondé en 2005 dans le but de consolider les réseaux et les ressources artistiques dans le milieu des musiques nouvelles. Le Réseau canadien des musiques nouvelles. Rappelons aux auditeurs que par musique nouvelle, on entend non exhaustivement la scène des musiques contemporaines, actuelles, improvisées, expérimentales, électroacoustiques. C'est Tim Brady qui dirige l'organisme pendant plusieurs années. Raphaël, dans quel contexte viens-tu hériter de ce poste-là de directeur général? Moi, j'ai hérité de Terry Runn. Okay. Donc, Tim était déjà plus là depuis un bon moment. Terry qui a été là quand même quelques années, là, un assez long moment. Là, j'ai envie de dire au moins 5 ans, peut-être que je me trompe, mais qui a été là quand même longtemps, qui a porté vraiment l'organisme beaucoup pour lui redonner un peu une nouvelle identité, parce que quand on parle de musique nouvelle, c'est un défi encore aujourd'hui, c'est que la musique a tellement...
ça s'est tellement décloisonné, ça a tellement changé le paysage canadien national des musiques, si on veut appeler de création ou des musiques créatives ou même des arts sonores maintenant qui s'intègrent aussi à ces questionnements-là de plus en plus quand on parle de musique nouvelle. Donc moi, ouais, ça va faire un peu plus d'un an et demi bientôt que je suis arrivé en février. Donc février l'année passée, 2024. Oui, exactement. Ça fait un an, c'est en fait 2023, non? On est en 2025, je pense, non? Oui, mais c'est février 2024. Là, ça fait pas encore un an. Ça fait plus d'un an, donc. On est en 2025. On est en 2025. Oui, mais si tu dis février 2024... ça fait quelques mois. Mais de toute façon, le temps, ça n'existe pas vraiment. Le temps, c'est une invention. C'est relatif. Exactement, c'est très relatif. C'est un construit. Ah ouais, non, je vis dans d'autres mesures, moi. Exactement. Mais donc, c'est ça. Quand je suis arrivé, j'ai hérité d'un organisme, c'est ça qui était un peu en gros questionnement et qui l'est sans doute encore au niveau national. Il y a beaucoup de questions à se poser, à savoir qu'est-ce que c'est la musique de création aujourd'hui? C'est quoi les musiques nouvelles? On a parlé par exemple de Mardi Spaghetti, qui est une série DIY, mais il y en a plein des séries comme ça à travers le Canada. Il y a Noise Café à Edmonton qui fait un travail exceptionnel. Il y a Bug Incision à Calgary qui fait ça depuis probablement aussi longtemps que les Mardi Spaghetti, des séries de musique expérimentale, improvisée, qui n'ont pas nécessairement non plus souvent eu leur place de façon explicite dans ce qu'on appellerait les musiques nouvelles. Le Vivier, c'est un organisme qui rassemble beaucoup de créateurs, créatrices, beaucoup d'ensembles, mais c'est toujours difficile d'avoir un portrait complet de tout ce qui se produit. Et je pense que l'idée du réseau à la base, et encore aujourd'hui, c'est un peu ça, c'est d'impliquer aussi, dans le fond, c'est sur adhésion volontaire. D'ailleurs, il y a une adhésion à contribution volontaire pour les organismes comme pour les membres individuels. Mais le but, c'est d'unir un peu toutes ces perspectives-là, puis de pouvoir avoir des lieux où il peut y avoir des discussions, des échanges. Ces questionnements-là peuvent exister. Moi, depuis que je suis là, j'ai dirigé, dans le fond, des rencontres régionales, entre autres à Yellowknife, aussi à Sound Symposium l'année passée, dans le fond, à Terre-Neuve. C'est toujours des conversations très difficiles à avoir, mais très riches, où on se questionne justement, mais qu'est-ce que c'est, dans le fond, qu'est-ce que doit faire un réseau pour les musiques nouvelles? C'est quoi le rôle de quelque chose comme ça? Puis je pense qu'on est un peu en perpétuelle crise identitaire. C'est très compliqué de répondre à ces questions-là, mais on est un organisme de service, on est là pour épauler nos membres, pour documenter des projets, pour les épauler dans des demandes de bourse, pour réussir à justement fournir des discussions sur ces questionnements-là, organiser des rencontres à différentes places au Canada pour qu'il puisse y avoir des rencontres entre toutes sortes de créateurs, créatrices. Puis c'est un beau défi. Moi, j'avoue que je suis encore en train de m'habituer aussi à ce mode de fonctionnement-là, peut-être plus institutionnel, mais c'est un objectif noble. J'espère qu'on va pouvoir continuer de travailler en ce sens-là, puis de donner une meilleure vision de tout ce que ça peut être, dans le fond, les musiques de création au Canada, là, parce que c'est vraiment vaste. Puis comment tu décris, parce que je crois que tu l'as survolé un petit peu tout à l'heure, dans le fond, il y a comme un gap ou une fracture entre ce qui est standardisé par les organismes comme le réseau par rapport à ce qui est plus underground. On donne comme exemple le Mardi Spaghetti, bref, de même. C'est quoi les défis parmi celui-ci là, de représentation de la scène? Les défis sont très grands, justement, parce que moi, ma connaissance, elle est davantage au niveau communautaire et au niveau grassroots, justement. C'est les réseaux, c'est mon réseau personnel, mais c'est aussi le réseau que je connais le plus, tu sais. Puis, justement, même quand on a conscience d'un réseau, moi, c'est un peu ce que j'essaye d'amener dans l'organisme, c'est l'idée que, dans le fond, aujourd'hui, chaque musicienne est un réseau en lui-même, tu sais, puis tous ces réseaux-là, justement, viennent se rencontrer, des fois, dans des zones institutionnelles, des festivals, des choses comme ça, mais la musique, elle s'arrête pas à des ensembles, à des festivals, elle existe tout le temps, tu sais, il y a comme une régularité dans la pratique aussi, qui est difficile d'amener à l'avant tout le temps, de tout le temps faire valoir, dans le fond, la représentation des communautés de pratique. Parce que souvent, on pense en termes de festivals, on pense en termes d'événements, on pense en termes d'ensemble, on pense en termes, justement, d'institutions, tu sais. Et c'est des musiques qui sont généralement, par nature, pas vraiment complètement institutionnalisable parce que ça bouge trop. Il y a tout le temps des nouveaux musiciens, des nouvelles propositions, des lieux DIY de diffusion, des nouvelles salles, des nouveaux réseaux, des nouveaux labels. Tu sais, c'est comme impossible d'avoir une vision arrêtée de ces choses-là. Fait que c'est sûr que si on est une OBNL puis qu'on essaye de geler tout ça sur une forme un peu plus concise,
ben ça vient aussi enlever un peu la notion de capacité d'adaptation, de capacité de réaction face à la scène, face au mouvement, face aux enjeux. Moi, c'est vraiment des défis qui m'intéressent beaucoup. J'ai pas de réponse parfaite du tout là, par rapport à ça. Je pense que recomposer le réseau, c'est toujours un défi à revoir. Là, tu sais. Je trouve ça très intéressant. J'aurais énormément d'autres questions à poser. Malheureusement, je dois passer au prochain sujet. Ben oui. Mais merci beaucoup pour tout ça et je te souhaite bon succès dans ce concours-là. Je pense que tu es quelqu'un qui est capable de vraiment mettre l'avant, de faire rayonner ce qui mérite d'être rayonné. Donc, l'Ensemble Infini, au deuxième épisode avec Éric Filion et John Gilmore, on a beaucoup parlé du jazz libre, dont le batteur Guy Thoin a longtemps pris part. Une résurgence de sa pratique s'est recomposée avec le E-Heart Ensemble et l'Ensemble Infini, dont vous avez fait partie. Alors, j'aimerais savoir, c'est comment jouer avec Guy Thoin? C'est comment jouer avec Guy Thoin? C'est super le fun, premièrement, c'est sûr. Alors, ce qu'on fait principalement, c'est qu'on prend ses compositions, puis Élise Vendeer les réarrange pour qu'on les joue, en fait, pour l'ensemble infini, on est 7? 8. 8, on est 8, hein, c'est bien ça. Donc, et puis, il y a toujours la dualité... s'en tenir à ce qui est écrit, donc avec Élise qui fait qui conduit l'ensemble, et Guy qui a ses idées, qui a son côté très free, qui veut être libre, qui veut s'exprimer à travers tout ça. Donc, on navigue à travers des zones de passer de l'un à l'autre. En fait, c'est assez complexe. Hein? C'est quand on répète, des fois, il faut départager tout ça, puis laisser la place à Guy, parce que c'est ses compositions. Puis, bon, il vient des années 60, des années 70, qui est une période d'improvisation free incroyable. Et puis il y a aussi la réalité que, c'est quoi jouer à 8, puis interpréter ces pièces dans une cadre, dans une structure, avec des parties. Là, j'imagine que tout le monde a sa propre idée de comment on devrait fonctionner au début. Fait qu'on apprend à marcher ensemble, tu sais. C'est ça. On apprend à grandir ensemble avec Guy. C'est ça, comme papa. Puis c'est ça. Donc, voilà. Ça se passe bien. On a fait quand même quelques spectacles à date. Oui. Puis on a un disque en préparation là, qui, j'espère, pour apparaître bientôt. On est en train de faire un peu... toute la musique est terminée, mais on est comme en train de faire tout l'assemblage, pochette, notes et tout le tralala. Mais je pense que ça va être un disque assez unique quand même. Là. Ça va être 2, non? C'est 2 CD? Peut-être. On va voir. Double CD. Potentiellement double, probablement. On a tellement d'enregistrements. C'est fou. C'est ça qui est intéressant aussi avec ce groupe-là, c'est que c'est comme si il se génère du matériel un peu à l'infini. Sur le disque aussi, bon, je vais pas vendre je sais même pas si on peut appeler ça des punchs, mais tu sais, il y a toujours comme le désir aussi de mettre des morceaux de pièces live, des morceaux de résidence, des ateliers. On a fait tellement de choses avec cet ensemble-là, puis c'est ça qui est intéressant. Moi, en tout cas, c'est ça que je trouve le plus intéressant, c'est que c'est comme un groupe atelier. Tu sais, on est toujours en train d'expérimenter, d'essayer des nouvelles choses. Les gens amènent des arrangements, des pièces, on les essaye. Finalement, il y a une pièce qui devient une section d'une autre pièce. Finalement, à l'intérieur d'une pièce, il y a un segment d'improvisation qu'on n'avait pas prévu. Finalement, ça s'en va dans un autre morceau. C'est comme très mouvant. Puis en même temps, il y a beaucoup de sensibilités compositionnelles différentes. Là. Tu sais, oui, c'est un groupe d'improvisation, mais il y a quand même des tunes. Tu sais, il y a des moments plus jazz. Il y a pas vraiment personne dans le band, à part peut-être Félix, qui est comme puis peut-être Scott quand même, là, Scott Thompson, puis Félix-Antoine Hamel, qui sont vraiment comme des jazz, c'est ça, mais plus, tu sais, pur et dur. Puis le reste de l'ensemble, tu sais, moi, je faisais des blagues, tu sais, quand on a joué la première fois à Victo, puis j'étais comme, hey, on est tellement comme les Wayne's World du jazz, là, tu sais, c'est comme, il y a quelque chose d'un peu comme un band impossible. Puis en même temps, c'est ça la beauté, l'esprit très ouvert, un peu justement psychédélique de Guy, l'influence de l'infonie, tout son travail. Il y a comme une synthèse magique à l'intérieur de ça, de pouvoir aussi partager tout ce vocabulaire-là, puis de le faire avec une personne aussi qui a comme été à l'origine de tout, un peu ces courants-là, qui a traversé tout ça, tu sais, puis qui est encore... L'instigateur. Oui,
puis qui est complètement, tu sais, même avant ce qu'on appellerait aujourd'hui, ça, la musique actuelle et tout ça, tu sais, qui a un peu jeté plein de bases sur ces questionnements-là, tu sais, puis c'est vraiment le fun d'être avec quelqu'un que tu vois encore qu'il y a le feu, le plaisir de l'exploration, là, tu sais, le côté party, là, un peu de comme, OK, on essaye quelque chose, tu sais, puis soulignons qui est quand même à un âge avancé quand même, là. Oui, Guy... il y a de l'énergie pour... Oui, il y a plus d'énergie que tout le monde ici, quand même, là. Je veux dire, moi, j'en reviens pas à chaque fois, tu sais, je me sens fatigué, j'arrive à une répète, je vois Guy, je suis comme, OK, j'ai rien à dire, tu sais, faut juste qu'on soit là, tu sais. Il joue du drum comme c'est pas possible. Une force de la nature. Guy Touin, quand même. Là. Ouais. Excellent. Alors, je veux juste souligner, parce qu'on a parlé de la liste à Mathieu B tout à l'heure, c'est plus une référence. Malheureusement, la liste à Mathieu B, elle s'est éteinte avec la pandémie. Mm-hmm. Il nous a salués. Il était là souvent à plusieurs concerts avec son enregistreuse. Il enregistrait les concerts. Il est encore là souvent, mais c'est juste, je pense qu'il a pris une vacance de la liste. Là. Ouais. Mais il y a quelque chose qui remplace cette liste-là en ce moment, je pense, Raphaël. Est-ce que tu... Mais tu l'as publié, là? Ben, il y a plein de sites de listing en ce moment. Ouais. Là. Il y a Askapunk qui est super cool. Il y a Ça qui se passe. Il y a vraiment beaucoup de listings en ligne. Là, puis je trouve justement que c'est intéressant aussi que là, en ce moment... parce qu'il n'y a pas tant de listes nécessairement ultra spécialisées, que toutes les choses se chevauchent un peu, là, autant dans le rock que dans les trucs un peu plus champ gauche. Moi, j'aime beaucoup ça. Là, ça me fait découvrir plus de choses. Il y a plus de choses qui passent sur mon radar, mais je pense qu'il n'y a pas de liste en ce moment, là, comme l'équivalent de avant Montréal, mettons. D'accord. Ben, peut-être que ça pondra un jour, mais sait-on. Alors, hey, on a un jam pour vous. Je vais laisser vous mettre en place pendant ce temps-là, j'annonce les prochains shows à ne pas manquer. Donc, j'y vais. Le 23 juin, donc demain, il y a Community qui présente Stars Shine Darkly à la Casa del Popolo à 19h30 dans le cadre du Suoni. Le 24 juin, vous voulez fêter la Saint-Jean, mais pas participer à la SSJB. Allez voir Asmari Ended Gong à l'Escogriffe. Le 26 juin, lancement du livre Soundtrack to the Revolution par Éric Filion, traduction de Jazz Libre et la Révolution québécoise, toujours à la Casa del Popolo cette fois-ci. Le 2 juillet, on couvre pour l'émission du 16 juillet animée par Nicolas Garceau et Marc-Antoine Chabot le Twin Peaks Show à la Société des Arts Technologiques par Jean-Philippe Audin et Ghislain Leclan et The One-Eyed Jacks Band. On a hâte. Donc, alors, sans plus tarder, on écoute de la bonne musique.